Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. J'espère que vous avez bien dormi. On est ensemble pour 2 heures d'actualité. C'est une journée importante aujourd'hui en Israël, puisque le pays aura un nouveau président, le 10e de son histoire. Et on commence par les grands titres à la une de la presse. Cyril, c'est évidemment le grand titre des journaux israéliens. Ce matin, un nouveau président après une campagne turbulente. Tout le monde sera soulagé ce soir. Ouais, bonjour Barbara, bonjour Boaz. Lequel des 5 candidats en lice sera donc le 10e président de l'État d'Israël? S'interrogent ce matin nos confrères du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot, le journal qui publie, vous le voyez en une, les portraits des 9 premiers présidents de l'État d'Israël, de Chaim Weizmann en 1949 à l'inlassable nonagénaire Shimon Peres qui, comme chacun sait, quittera ses fonctions donc au mois de juillet prochain. Alors évidemment, ce ne sont pas les lecteurs du Yediot qui se rendront aux urnes ce matin, et pourtant, les 5 candidats veulent convaincre. Pourquoi il faut voter pour moi? C'est le titre de la tribune qu'il publie ce matin dans les colonnes du journal populaire. Chacun y va de son projet présidentiel, qui pour l'éducation, qui pour la justice sociale ou encore qui pour lutter contre le boycott d'Israël à l'étranger. Alors, à bulletin secret, les 120 députés de la Knesset éliront donc aujourd'hui le premier citoyen de l'État hébreu. Un tapis rouge qui, selon Dan Margali du Israël Hayom, ne devra être déroulé que pour celui ou que pour celle qui sera digne de cette fonction. Car il faut bien le dire, Barbara, la campagne a été forte en rebondissements, scandale de corruption, interrogatoire de police à répétition, désistement de candidats. Bref, pour le quotidien en langue anglaise de Jerusalem Post, la meilleure chose qui puisse arriver à ce scrutin, c'est tout simplement qu'il prenne fin aujourd'hui. Une présidentielle, conclut le journal, qui a ressemblé à une farce nauséabonde. Voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. On en reparle dans un instant. Boaz, autre titre ce matin dans la presse israélienne, c'est la grève de la faim des prisonniers palestiniens. Une affaire qui a connu un nouveau rebondissement hier. Oui, Barbara, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Plus de 120 prisonniers palestiniens ont entamé il y a plus de 5 semaines une grève de la faim pour protester contre leur détention administrative. L'affaire a pris de l'ampleur ces dernières semaines, mais selon le quotidien gratuit Israël Hayom, le Premier ministre israélien n'entend pas céder face aux grévistes. Sur les recommandations du Shabak, la Knesset a approuvé hier en première lecture l'alimentation forcée de ces détenus, une disposition dont s'indigne ce matin le Haaretz. Non à l'alimentation forcée, s'exclame le quotidien de gauche. L'alimentation forcée, écrit le journal, est contraire à la liberté d'expression et au droit d'une personne à disposer de son corps, de son intimité et de sa dignité. Il est évident, poursuit le journal, que l'objectif des autorités n'est moins de préserver la santé des détenus que de réprimer par la force une protestation politique. Le journal qui conclut en appelant la justice à examiner de plus près l'utilisation abusive de la détention administrative dans les prisons israéliennes. Direction la Syrie à présent. Cyril, après sa réélection, Bachar al-Assad se positionne en champion de la réconciliation dans son pays. Ah oui, c'est à lire ce matin dans les colonnes du quotidien pro-régime Al-Watan, le quotidien syrien, qui annonce que Bachar al-Assad a décidé de la plus large amnistie depuis le début de la révolte en 2011. Une grâce qui, selon le journal de Damas, devrait concerner des dizaines de milliers de prisonniers, y compris ceux qui sont incarcérés pour actes terroristes, un substantif qui, vous le savez, est souvent utilisé par le régime pour emprisonner et pour qualifier les rebelles. Et dans ce tour d'horizon de notre région, on termine par les unes turques et iraniennes au lendemain de la visite du président iranien à Ankara. Oui, cela faisait 18 ans, Barbara, qu'un chef d'État iranien ne s'était pas rendu en Turquie. La dernière fois remonte à 1996. L'Iran et la Turquie ont donc décidé d'ouvrir une nouvelle page dans leurs relations, titrant une nos confrères du journal turc Hurriyet. Des relations ébranlées, selon le quotidien, par leurs divergences sur le dossier syrien. Lors d'une conférence de presse conjointe au palais présidentiel à Ankara, le président iranien Hassan Rouhani et son homologue turc Abdullah Gül ont donc décidé de lutter ensemble contre l'extrémisme, ont-ils dit, et le terrorisme dans la région. Une étape importante selon le Zaman, alors que pour le quotidien iranien Tehran Times en langue anglaise, Rouhani s'est rendu en Turquie pour dynamiser les échanges commerciaux. À la tête d'une très importante délégation commerciale, le président iranien a signé pas moins de 10 traités qui visent à doubler le volume des échanges bilatéraux entre les deux pays. Un volume qui devrait donc passer à 30 millions de dollars d'ici l'année 2015. Merci beaucoup. Cyril, on se retrouve tout à l'heure. On parlera de la guerre des 6 jours et d'une histoire dans l'histoire. À tout à l'heure.
Mardi 10 juin, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Israël aura donc un nouveau président ce mardi. 5 candidats, 120 députés pour les départager. Le 10e président israélien devra obtenir la majorité simple des 61 voix. Un deuxième tour est plus que probable cet après-midi. Le Parlement israélien, on l'a évoqué, a adopté en première lecture une loi qui permet de nourrir de force des prisonniers en grève de la faim. Actuellement, plusieurs dizaines de prisonniers sécuritaires palestiniens sont en grève, l'un d'entre eux est en danger de mort. Pour la première fois, l'Iran tient des discussions directes avec une grande puissance sur son programme nucléaire. Ce sont les États-Unis qui ont ouvert le bal à Genève, doivent suivre la France et la Russie cette semaine. La date butoir du 20 juillet pourrait être reportée. À 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la pression sociale monte au Brésil. Le mouvement de grève du métro a été suspendu. Il pourrait néanmoins reprendre dès jeudi. Et puis à noter également ces milliers de migrants africains sauvés des eaux par l'Italie, 5200 en moins d'une semaine. Un nouvel afflux favorisé par le beau temps qui règne en Europe. Enfin, l'image de ce mardi, une Allemande et un Britannique sont dans un bateau. Aucun d'entre eux ne tombe à l'eau. Il s'agit d'Angela Merkel et de David Cameron, accompagnés de leurs homologues suédois et hollandais, réunis pour un mini-sommet européen à Stockholm. Israël aura donc un nouveau président ce mardi, on l'a dit, 5 candidats, 120 députés pour les partager et surtout une campagne riche en rebondissements. Les explications d'Eli Oschenberg et Maël Benoliel. Et si on cherchait à éliminer les candidats à la présidentielle ? C'est la question qui occupe la scène politique israélienne ces dernières semaines après le retrait de Benjamin Ben Eliezer de la course à la présidence. Le candidat du parti travailliste et grand favori a été entendu par la police. Il est suspecté d'avoir reçu illégalement des centaines de milliers de dollars des mains d'un homme d'affaires pour l'acquisition d'un appartement à Jaffa, dont le prix avoisinerait les 2 millions d'euros. Au bout de 5 heures d'interrogatoire, Ben Eliezer, surnommé Fouad, a annoncé le retrait de sa candidature. J'espère que cet assassinat ciblé dont j'ai été victime sera le dernier scandale de cette course à la présidence et de la période qui suivra. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Ben Eliezer était l'un des hommes forts du scrutin. Et les théories du complot sur une éventuelle main invisible qui aurait déclenché cette enquête vont bon train. Il y a quelques semaines, un cas semblable avait déjà secoué cette campagne. Sylvan Shalom, autre tête de course, était soudainement convoqué par la police. Motif, une accusation de harcèlement sexuel qui aurait eu lieu il y a 15 ans. L'affaire a rapidement été classée, mais pour Shalom, c'était la fin de la course. Le candidat Meir Chitrit a lui aussi eu droit à un scandale dont les détails demeurent obscurs. Il s'agirait d'un accord à l'amiable signé dans la plus grande discrétion avec une femme qui travaillait chez lui. Les 120 députés de la Knesset ont ensuite reçu par email une vidéo diffamatoire à l'encontre du candidat du Likoud, Reuven Rivlin. Ben Eliezer, désormais hors jeu, c'est au tour de Dalia Itzik de faire face à la polémique. Certaines rumeurs se font entendre autour d'un appartement qu'elle aurait acheté à un prix singulièrement élevé. Une campagne présidentielle marquée de scandales et de diffamations comme on n'en a jamais vu en Israël. Une chose est sûre, quelqu'un cherche à contrôler cette campagne avec la précision d'un tueur à gages. Boaz Bismuth, journaliste au Israël Hayom, notre éditorialiste. Alors on l'a dit, c'est une campagne qui a été sale, des candidats traînés dans la boue, des détectives privés, des poursuites en justice, des retraits en cascade des candidats. C'est ça la politique israélienne aujourd'hui. Oui, mais malgré tout cela, ce soir, on aura un président, le 10e président. Et en plus, heureusement, dans 2 jours, on a la Coupe du Monde pour oublier tout ça. Alors maintenant, pour oublier, maintenant pour être sérieux, est-ce que c'est ça la politique ? Il est évident, il est clair que c'est, cette campagne vraiment qui était affreuse, puante, excusez-moi le mot, a quand même a eu un avantage, ou 2 avantages. Le premier avantage, c'est que réellement, d'abord, ça a prouvé que nous sommes un état de droit, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus, et qu'on a appris un petit peu du passé, dans le sens où, imaginons, par exemple, si M. Fouad Ben Eliezer avait toutes ses chances de gagner aujourd'hui, et seulement vendredi, la police commence l'enquête. Alors là, franchement, on a un petit peu appris du passé. Deuxième chose qui est ô combien importante, c'est que finalement, peut-être cette transparence, qui est aujourd'hui dans cette nouvelle période que l'on vit aujourd'hui, dans le monde entier, mais en Israël aussi, cette transparence maintenant
touche la classe politique israélienne, les candidats israéliens, et ça c'est quelque chose de nouveau. Parlons de cette transparence après la démission du travailliste Ben Eliezer. Les candidats toujours en lice se sont sentis obligés de rendre publiques leurs déclarations de patrimoine. Les uns après les autres, ils l'ont fait ces dernières 48 heures. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, deux choses sur ce point-là. Il y a bien sûr la première chose, oui, c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, on vit dans une époque nouvelle, on vit dans une époque où, vous souvenez-vous, d'il y a 2 ans, ces manifestations à Sderot-Rothschild dans le monde entier aujourd'hui, cette fameuse classe moyenne qui se plaint, cette classe moyenne qui a beaucoup de difficultés à finir les fins de mois. Donc aujourd'hui, on veut des hommes politiques intègres. On se dit, pourquoi est-ce que moi je dois payer tant, par exemple, si moi je dois expliquer au fisc pourquoi j'ai cette somme d'argent et puis mon homme politique, mon élu peut avoir de telles sommes, donc c'est inconcevable. Ou pourquoi est-ce que c'est tellement dur pour moi d'acheter un appartement et puis eux ils ont 1, 2, 3, 4, 5 et ils ont des salaires tout à fait clairs, donc d'où ça vient. D'un autre côté aussi, il ne faut pas aussi sombrer. Vous savez que nous sommes dans un pays qui est un pays magnifique, Israël, mais qui a aussi des défauts. Et c'est quoi les défauts d'Israël? Tout est, comment on va dire, tout est en 5e vitesse. Ça veut dire tout est un scandale, tout est énorme, tout est intense. Et donc maintenant, il ne faut pas aussi sombrer dans le sens où nous avons 120 députés, donc nous avons 120 escrocs à la Knesset, et puis finalement, si quelqu'un sait d'acheter un appartement aussi là, un deuxième, tout de suite, bien sûr, c'est un escroc, et l'argent, c'est quelque chose de presque, on va dire, on va être maintenant pudique, c'est quelque chose d'interdit, honteux. Non, alors, il ne faut pas aussi sombrer dans l'autre côté. Nous sommes dans un pays où il ne faut pas oublier aussi, dans la culture, tout est dans l'excès. Alors, il y a 2 jours encore, on ne savait pas ce que c'était la transparence. Fouad Ben Eliezer, tout le monde savait, mais personne n'en parlait. Puis aujourd'hui, maintenant, chaque député, tout de suite, on le pointe du doigt. Tout le monde savait, mais personne n'en parlait. Cette histoire d'appartement, il l'a dit lui-même, tout le monde le savait depuis plus d'1 an. Ce sont des scandales et des poursuites en justice qui se sont introduites, qui ont démarré à quelques jours chaque fois de moments cruciaux. Qui tire les ficelles? Qui veut la tête des candidats? Très bonne question, et je vais vous dire la chose suivante, et je vais être très prudent parce qu'encore une fois, vous savez, tout est en enquête en ce moment et tout est lié. Alors comment tout est lié? Finalement, M. Fouad Ben Eliezer était quand même ministre de l'énergie à l'époque et des comment on appelle ça, de toutes les nouvelles constructions, voilà, et infrastructures. Donc finalement, infrastructure, ça vous donne beaucoup de potentiel à placer vos amis. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé, probablement, ou peut-être après les enquêtes, il l'a fait lui aussi. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons aujourd'hui la grande enquête dans le port d'Ashdod. Et finalement, on voit que ce port d'Ashdod... Qu'il a aidé son ami Nani Kashfili qui lui aurait donné cette somme. Tout est sur enquête, mais la suspicion est justement sur ces fameux liens, ces liens un petit peu, comment on va dire, des liens dangereux ou des liens très suspects. Une autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que maintenant, il y a une certaine personnalité israélienne qui est en ce moment en pleine enquête et que lui était en liaison avec beaucoup d'hommes d'affaires et beaucoup aussi d'hommes politiques. Et cet homme, afin de ne pas aller en prison, cet homme parle. Et lorsque cet homme parle, il révèle beaucoup de choses. En parallèle, comme vous venez de dire vous-même, il y a 5 candidats, il y avait 7 avant. Vous avez parlé que quand on tombe pas du bateau à l'eau, nous on a déjà 2 qui sont tombés à l'eau. Mais parmi les 5 candidats, il y aurait un ou une que derrière les coulisses tire les ficelles et finalement est devenu, comment on dit en français, un flingueur qui flingue les autres. C'est un petit peu ça. Et tout ça vraiment laisse un très... aujourd'hui, on va voir si la personne, disons comme ça, si la personne gagne, et vous allez voir beaucoup de commentateurs ou beaucoup d'Israéliens demander l'asile à l'autorité palestinienne, c'est parce que cette personne va gagner. Ruben Rivlin. Non, Ruben Rivlin, justement. Alors là, il faut dire quelque chose de clair. J'entendais beaucoup, vous savez, c'est la semaine du livre qui débute en parallèle avec la Coupe du Monde. On va voir qu'est-ce qui est plus fort chez le peuple du livre, c'est le ballon ou le livre est plus fort demain. Mais je vais dire juste une chose. Justement, j'écoutais hier des écrivains de gauche. On a vu très bien la chef du parti, la numéro 2 aujourd'hui du parti travailliste, Sheli Yahimovitch. On voit beaucoup de personnalités justement qui veulent Ruben Rivlin parce que quoi? Ruben Rivlin finalement, c'est aujourd'hui symbolise pour certains, pour d'autres peut-être pas, mais l'intégrité, la cohérence politique. Il peut être très très droite, mais quand même il est cohérent à la différence de Chitrit. Il n'a pas changé de camp à chaque élection. Et puis une autre chose, je vais dire que comment on va dire, aujourd'hui c'est un peu drôle, mais ça fait pas autant rire que ça quand on réfléchit. Mais finalement, le meilleur candidat pour aujourd'hui les Israéliens, l'opinion publique, c'est celui qui a le moins d'appartements. Donc c'est Ruben Rivlin. Alors toutes les chances portent... Dalia Dorner n'a pas beaucoup d'appartements non plus. Alors vous évoquez maintenant Dalia Dorner, une personne par ailleurs que j'avoue tout de suite, moi aussi j'ai eu des pots de vin. Elle m'a offert une glace en Autriche une fois dans un congrès de journalistes. Une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. Peut-être qu'est-ce que ça serait symbolique que cette grande dame par ailleurs. On la voit, ancienne juge de la Cour suprême, âgée de 80 ans. Elle a des chances de se retrouver dans le 2e tour en tout cas face à Rivlin cet après-midi. Justement, regardez un petit peu, comment on va dire, un petit peu
peu, si elle gagne, et tout est possible aujourd'hui parce que n'oubliez pas que c'est un bulletin secret. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, je suis député, bien sûr, je vous promets que je vais voter pour vous, mais on se souvient très bien, Pérez-Katsav, comment à la fin Pérez perd, et Katsav savait très bien qui allait voter pour lui. Il avait exactement le chiffre exact. Donc tout se passe dans les coulisses, puis les hommes politiques, il arrive, même en Israël, qu'un homme politique ne dit pas toujours la vérité. Revenons à cette dame, à Madame Dalia Dorner, ce juge. Peut-être qu'est-ce que ça serait, comment dire, quelle histoire, quelle belle peut-être vengeance pour la justice, quelle belle vengeance pour le droit, que justement après tous ces hommes politiques, comment dire, inculpés, certains déjà accusés, certains en prison, y compris président, premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, que justement un juge, monsieur propre, devienne le président d'Israël, ça serait pas mauvais pour l'histoire. Mais finalement, Ruby Rivlin a plus de chance qu'elle. Elle peut se retrouver au deuxième tour dans le climat actuel. Mais je ne serais pas aussi étonné si Chitrin se retrouve ou peut-être aussi Madame Dalia Itzik, que ce soit peut devenir, après 35 ans de carrière politique intense, par le fait qu'elle ait siégé, mais dans les résultats, comment dire, le président ne fait pas grand-chose, ça, elle sait ce que c'est. Restez avec nous parce qu'on continue d'en parler après un nouveau journal, les pronostics et tout ce qu'il faut savoir sur cette présidentielle. On sera fixé en tout cas sur les résultats. En fin de journée, restez avec nous. Sur le plateau du Morning, dans un peu plus de 2 heures, les 120 députés devront voter pour le 10e président de l'histoire d'Israël. On retrouve sur place à la Knesset notre consultant Daniel Haïk. Bonjour. Alors, journée de fête aujourd'hui pour Israël et pour le Parlement israélien, si l'on peut dire. Quel est le programme de la journée? Comment va se dérouler le scrutin? Oui, effectivement, on peut le dire, Barbara, c'est une journée de fête. La Knesset a revêti ses habits des grands jours. On se prépare donc justement à ce scrutin, à ce vote. Ce ne sont pas les 120 députés de la Knesset qui vont voter, mais 119, puisqu'il y a un député, Meir Porouche, du parti judaïsme de la Torah orthodoxe, qui n'est pas présent, qui a voyagé à l'étranger. Et donc, il faudra pour que le prochain président soit élu, il faudra une majorité de 60 députés sur les 119 qui vont voter aujourd'hui. Le premier tour de ce scrutin aura lieu entre 11h et 1h. Chaque député votera, il se présentera derrière l'isoloir, il déposera un bulletin de vote, un isoloir qui est installé à l'intérieur de l'hémicycle du Parlement israélien. Chaque député votera et ensuite il faudra faire le décompte de ses voix et on estime que l'on devrait connaître le résultat du premier tour aux alentours de midi, 1h, heure israélienne. Et alors ensuite, s'il n'y a pas de majorité absolue, si aucun des 5 candidats en lice n'a obtenu la majorité absolue, eh bien, il y aura un second tour avec des 5 candidats qui ont obtenu le maximum de voix. Et donc, à nouveau, un second scrutin, un second vote aux alentours de 2-3 heures de l'après-midi. Et on devrait connaître le résultat de ce scrutin et on devrait connaître donc le nom du prochain président, du 10e président de l'État d'Israël, aux alentours de 4-5 heures, peut-être même un petit peu plus dans l'après-midi. Voilà, en fin de journée, on connaîtra le nom du 10e président de l'État d'Israël. Daniel, une question sur le mode de scrutin. Vous l'avez dit, ce sont les députés qui votent. C'est une méthode qui a été décriée ces dernières semaines. Est-ce qu'on pourrait imaginer un suffrage universel dans les années à venir ? Écoutez, dans la campagne électorale qui a précédé ce vote d'aujourd'hui, effectivement, il a été question, vous savez, de la remise en cause du statut du président de l'État, d'une réforme de ce statut. On a même envisagé effectivement la possibilité d'élire le président de l'État au suffrage universel direct, mais il est probable qu'il faudra... s'il y a une réforme, il faudra qu'elle concerne l'ensemble du système. C'est Binyamin Netanyahou surtout qui aurait voulu, par exemple, que le président de l'État ne soit pas une fonction seulement honorifique, mais il ait des fonctions, des prérogatives importantes, capitales, comme par exemple dans les régimes présidentiels, comme en France ou aux États-Unis. Ça avait été un souhait du Premier ministre Binyamin Netanyahou, mais en tout cas, ce n'est pas pour cette fois-ci. Il faudra entendre dans 7 ans, puisque le président de l'État est élu pour un septennat.
Alors, Daniel, un mot du favori peut-être de ce scrutin. On sait que jusqu'à tard, hier soir, les 5 candidats ont passé encore des coups de fil pour convaincre les derniers députés qui n'avaient pas fait leur choix. Est-ce que vous en savez un peu plus ce matin dans les couloirs de la Knesset? Qui est le favori? Écoutez, il est difficile de faire des prévisions. Il semble se préciser que Reuven Rivlin a des chances plus sérieuses que les autres candidats. Mais vous savez, je le disais, c'est un vote qui est fait à bulletin secret. Donc c'est difficile de savoir ce que chaque député pense et ce que chaque député a dit, on le sait, mais quel bulletin il mettra dans l'urne tout à l'heure, eh bien c'est très difficile à estimer. Il y a eu des surprises dans l'histoire de l'État d'Israël où l'on pensait qu'un député allait être élu et finalement c'est un autre qui a été désigné président de l'État. Il faudra attendre, il faudra être patient, mais on en saura plus après, à l'issue du premier tour, lorsqu'il faudra procéder au report de voix. Probablement qu'alors on saura plus clairement qui a de fortes chances de l'emporter. Pour finir, Daniel, un mot de Shimon Peres qui tire sa révérence. Unanimement, on l'a beaucoup apprécié en Israël comme président. Qu'est-ce qu'on retiendra, à votre avis, de son mandat ? Alors, une précision, Barbara, Shimon Peres ne tire pas encore sa révérence. Il tirera sa révérence le 27 juillet prochain. Et il y a donc un délai, une possibilité de transition entre l'ancien président, le président sortant, et le nouveau président qui va être élu aujourd'hui, quasiment un peu plus d'un mois de transition. Et écoutez, Shimon Peres, on peut avouer, aujourd'hui à 91 ans, Shimon Peres est la figure la plus emblématique de l'État d'Israël. Il a réussi à s'imposer. Et ce qui est impressionnant, c'est que Shimon Peres, qui était un homme très controversé durant toute sa très longue carrière politique, a réussi à s'imposer, à faire le consensus au sein de la nation pour s'imposer comme une véritable figure emblématique de l'État d'Israël, tant à l'intérieur du pays que bien entendu à l'extérieur. Merci beaucoup, Daniel Haïk, depuis Jérusalem et le Parlement israélien. Alors Boaz, on a parlé de Shimon Peres. Dans tous les cas, est-ce que son successeur entrera dans des chaussures trop grandes? Alors justement, Daniel vient de parler du 27 juillet 2014, donc la date où Shimon Peres doit quitter justement la présidence. Pour certains Israéliens, je crois pour la grande majorité des Israéliens, je crois qu'ils auraient préféré que ce soit le 27 juillet 2027 par exemple. Maintenant, et je crois que ça répond à votre question, il sera très 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 difficile pour le prochain président, bien sûr, pour 2 raisons. D'abord, de rentrer dans les chaussures de Shimon Peres, l'homme, comme Daniel vient de dire, un homme politique, ô combien détesté, il faut le dire, dans les années 70-80, aussi dans son propre camp. Souvenez-vous de ses relations avec Yitzhak Rabin, et finalement, peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur président qu'Israël a eu pour le monde. Mais d'un autre côté aussi, cette campagne présidentielle qu'on vient de passer, bien sûr, a terni beaucoup l'image de celui qui a gagné. Même si je pense que dans une semaine ou deux, au vu, bien sûr, la Coupe du Monde qui commence, les gens vont pratiquement oublier. Et comment on va dire, c'est le poste de président quand même, parfois, qui fait l'homme ou la femme. L'homme ou la femme, réponse en fin de journée. On souhaite en tout cas bonne chance aux 5 candidats. Le vote commence dans un peu plus de 2 heures. On suivra évidemment toute cette journée électorale sur i24 News. Merci. Et nous sommes le mardi 10 juin, voici les grands titres à la une de l'actualité. Israël, on l'a dit, répété, aura donc un nouveau président ce mardi. 5 candidats, 120 députés pour les départager. Le 10e président israélien devra obtenir la majorité des 61 voix. Un deuxième tour est probable cet après-midi. Le Parlement israélien a adopté en première lecture une loi qui permet de nourrir de force des prisonniers en grève de la faim. Actuellement, plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens sont en grève. L'un d'entre eux est en danger de mort. Pour la première fois, l'Iran tient des discussions directes avec une grande puissance sur son programme nucléaire. Ce sont les États-Unis qui ont ouvert le bal à Genève, doivent suivre la France et la Russie cette semaine. À 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la pression sociale monte au Brésil. Le mouvement de grève du métro a été suspendu. Il pourrait reprendre dès jeudi. Et bien notez ces milliers de migrants africains sauvés des eaux par l'Italie, 5200 en moins d'une semaine. Un nouvel afflux favorisé par le beau temps qui a régné sur l'Europe. Enfin, l'image de ce mardi, une Allemande et un Britannique sont dans un bateau. Aucun d'entre eux ne tombe à l'eau. Il s'agit, vous le voyez, d'Angela Merkel et de David Cameron, accompagnés de leurs homologues suédois et hollandais. Ils sont réunis à Stockholm en ce moment pour un mini-sommet européen.
je regardais justement, il était en ballon, mais il faut être honnête, il n'y avait pas trop de vagues. Hein. Non, c'était le calme plat. Mais il portait les gilets de sauvetage, j'ai pas fait attention. C'est des gilets de sauvetage, des gilets pare-balles. On voit, c'est des bouées ultra perfectionnés, très ergonomiques. Voilà, c'est l'image du jour. Betsabe, on poursuit avec vous l'actu internationale en quelques clics. On moins commence. rigolote. Voilà, moins rigolo, hein, cette nouvelle qui nous vient d'Égypte. Une nouvelle agression sexuelle d'une jeune fille dans la foule. Place Tahrir, une nouvelle fois, juste après la investiture du nouveau président El-Sisi. Au moment de la cérémonie, oui. Alors c'est la colère aujourd'hui qui emporte l'Égypte après que donc une jeune femme de 19 ans a été agressée sexuellement. C'est ce qu'on peut voir sur une vidéo qui circule sur Internet. Je vous ai épargné ces images qui ont été tournées à Place Tahrir. Une jeune femme est battue et déshabillée. Et on n'oublie pas donc ce contexte que vous avez rappelé, Barbara, qui n'est autre que l'intronisation du président Sisi, anciennement maréchal. Alors des agressions qui entachent la dite cérémonie d'investiture, comme le titre le New York Times. Alors le quotidien relève la présence d'un policier tentant de percer la foule, une arme à la main pour porter secours à une femme quasiment nue. Néanmoins, au niveau de la présidence, aucun commentaire n'a voulu être donné, précise le journal. Et pourtant, la vidéo qui a gâché l'investiture d'Al-Sisi est horrifiante, écrit l'hebdomadaire américain le Time. Le Time qui met en relief ce paradoxe malheureux. Le nouveau président égyptien s'était engagé justement à éradiquer la violence sexuelle. Notons que 7 personnes ont été arrêtées, comme nous le rappelle Le Monde, et c'est l'occasion pour nous aussi de rappeler que ces agressions sexuelles en Égypte ont explosé après la chute de Moubarak, favorisées bien sûr par une sorte d'impunité, puis par des discours fondamentalistes. D'ailleurs, le quotidien français nous rafraîchit la mémoire avec ce nombre. Près de 100 femmes avaient été agressées sexuellement. C'était lors des manifestations l'été dernier pour la destitution de Mohamed Morsi. Et on ne parle que de 4 jours de manifestation. Ça fait une moyenne plutôt... mettra fin à cette impunité. Direction la Russie à présent avec ce verdict très attendu, perpétuité pour les assassins de la journaliste Politkovskaya. Voilà, tout à fait. Alors on rappelle en quelques mots que cette journaliste russe avait notamment couvert la guerre en Tchétchénie. Elle dénonçait aussi bien les violences, l'omerta sur place que la dépendance des juges en Russie. Et elle avait été assassinée le 7 octobre 2006 dans l'ascenseur de son immeuble au cœur de Moscou. Elle avait 48 ans. Alors on apprend donc que le meurtrier et son oncle, alias l'organisateur du meurtre, ont tous les deux été condamnés à perpétuité. Alors l'info de ce verdict a été très très suivie par les médias dans le monde entier, les journaux qui soulignent dans leur ensemble que le ou les commanditaires du meurtre de la journaliste russe n'ont jamais été identifiés, d'autant que les condamnés n'ont pas expliqué leurs gestes, ils n'ont pas donné de motivation, ce qui fait dire encore plus à la famille d'Anna Politkovskaya qui n'étaient que les exécutants. Un dossier qui, dit RFI, est loin d'être clos. Alors l'espoir de le voir se résoudre un jour après déjà toutes ces années qui sont déjà passées est-il encore de mise? Alors le verdict donne finalement raison à cet article d'octobre dernier que j'ai retrouvé qui était publié par Le Monde. Politkovskaya, 7 ans déjà, c'était son titre, qui dès les premières lignes expliquait alors plus les années passent, plus s'éloigne la perspective d'une enquête exhaustive et de poursuite contre les commanditaires, des commanditaires qui, où qu'ils soient, semblent en tout cas bien à l'abri. Et on change radicalement de sujet, on parle de ce maire haut en couleur, le maire de Londres, il est remonté en ce moment. Oui, alors là, il a été plutôt choqué. Vous allez voir, j'ai été choquée moi aussi en cause ces plots que vous allez voir sur cette photo de l'article du Guardian. Ils ont été disposés par les locataires d'appartements luxueux de South Bridge Road à Londres, donc dans la banlieue londonienne, pour empêcher que quelques sans-abri ne viennent s'asseoir au pire ciel, s'assoupir devant leurs habitations hyper huppé, d'autant qu'à quelques mètres de là, dans l'alcôve opposée, de l'autre côté de la rue, se trouve une résidence pour les sans-abri qui souffrent de troubles psychologiques. Alors Boris Johnson n'est pas content, il exige que ces crampons pas très sociaux soient retirés. Le maire de Londres les juge, je cite, affreux, sans utilité et non moins stupides. On attend la suite, on verra s'ils sont finalement enlevés. On suivra ce dossier avec vous, Betsabe. Voilà, dans le reste de l'actualité internationale, on reparle ce matin de la sortie antisémite de Jean-Marie Le Pen. Et cette fameuse fournée qui n'en a pas fait rire beaucoup, alors avec une analyse qui m'a pas mal plu, c'est celle d'un sociologue et politologue spécialiste de l'extrême droite, Erwan Locker. Alors j'imagine que d'autres, comme moi, se sont demandé ces 24 dernières heures
Comment Papa Le Pen a-t-il bien pu faire une telle gaffe en dépit de sa grande expérience alors que Fifi Le Pen tente vainement, elle, de redorer l'image du Front National, de se dédouaner des accusations d'antisémitisme et autres racismes qui accablent son parti. En gros, il s'agit d'un flop spontané ou pas. Alors soudain, voilà que tout colle alors qu'on s'ennuie en France en plein pont de Pentecôte. On m'explique rien de tel qu'un spectacle maison made Le Pen avec un Jean-Marie Le Pen qui joue au méchant, au monstre, explique le spécialiste, et une Marine Le Pen qui, elle, se défausse sans vraiment se démarquer. Je vous rappelle que dans sa colère, elle ne parle que de fautes politiques. Alors la stratégie, on nous explique, Marine peut ainsi réaffirmer, avec en passant un gros coup de pub grâce à nous, les médias, qu'elle est un peu moins monstrueuse que son père, qu'elle est un peu plus gentille, elle, que lui, avec bien sûr comme résultat escompté un peu plus de points en Europe. Vous y croyez? Marine, elle marque des points parce qu'elle blanchit, elle normalise son parti. Non mais honnêtement, ce que vous venez de dire à l'instant, on peut pas. Je le pensais aussi. Ça veut dire c'est assez. Comment dire encore une fois, Jean-Marie Le Pen n'est pas un idiot. C'est-à-dire on le supporte pas. Il faut dire les choses comme telles. Mais de l'autre côté, il a quand même une certaine, un certain passé, un certain vécu en politique. En plus, sa fille qui a gagné pour la première fois pour le FN des élections nationales. En plus, on voit l'alternative politique de droite et de gauche qui est carrément absente, qui est discréditée. Et faire une telle énormité, une telle gaffe, ça soit l'homme est devenu complètement gaga, sénile, soit l'homme est réellement ce qu'il est justement, ou peut-être un petit coup de pouce à sa fille et montrer encore à quel point Marine Le Pen et ce que je ne pense pas du tout, mais à quel point Marine Le Pen est fréquentable. Et les deux ne sont pas exclusifs. Voilà, les deux ne sont pas exclusifs. Et on rappellera aussi que la vidéo a été postée sur le site officiel du FN. Bien sûr, ce qui renforce encore ce qui a été dit ce matin. Et déposté aussi, finalement, toutes les versions, ça permet à tout le monde de s'en donner à cœur joie pour analyser. On termine par ce coup de colère des dieux avec une grêle dans le ciel français. Vous avez sélectionné des images surprenantes. Oui, alors c'est pas très gentil pour les Français, mais quand même, ça me manquait. J'étais plutôt dépaysée ces derniers temps. Et alors là, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas eu besoin de travailler beaucoup. Voilà, c'est le Parisien qui m'a servi tout ça sur un plateau. Alors suite aux tempêtes de dimanche soir et de lundi matin, tenez par exemple des grelons de la taille de citron, c'est ce qu'on appelle un citron, comment on dit ? Un citron confit, c'est pas confit. Gelé. Presque des balles de golf. C'est comme la glace, mais ça me vient plus en tête. Barbara ne se souvient plus non plus. Givré. Merci, voilà, ça vient de Boaz. Alors, ça nous vient de l'Oise quand même, donc au nord de Paris. Voilà, la grêle. On s'arrête là, C'était bon. Merci Boaz. On se retrouve après pour parler du dernier livre d'Hillary Clinton. Cette semaine, l'anniversaire de la guerre des 6 jours. Il y a 47 ans, ce conflit du mois de juin 67 changeait la face d'Israël, mais également de la relation avec ses voisins. 6 jours en juin, c'est un document de Sagiv Steinberg pour i24 News. En voici un extrait. Qui eût cru que le mois de juin 1967 métamorphoserait à ce point la face du Moyen-Orient ? Une date dont l'influence est encore pleinement ressentie à ce jour. La guerre des 6 jours, la guerre qui ne s'est jamais achevée. Voici son histoire. Le chef d'État égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser, est un homme charismatique et déterminé, un idéologue partisan du panarabisme. Sous sa présidence, l'Égypte rétablit son statut de leader du monde arabe. Nasser met à bien toute son éloquence dans des discours enflammés à l'égard d'Israël. Nasser rassemble un front militaire arabe uni contre l'État d'Israël. Il signe des traités de défense mutuelle avec la Syrie et la Jordanie. Il est ainsi assuré qu'en cas de besoin, ses alliés pourront attaquer Israël sur plusieurs fronts. Israël est désormais totalement encerclé. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים. À 7h45, le nom de code de l'opération, Drap rouge, est transmis aux radios militaires. De lourds pilonnages de l'armée de l'air israélienne prennent les forces syriennes, égyptiennes, irakiennes et jordaniennes par surprise. Israël réussit à anéantir presque entièrement la flotte aérienne ennemie encore à terre, ainsi que les aéroports d'Égypte, de Syrie, de Jordanie et de l'ouest de l'Irak. Dans les rangs de l'armée arabe, c'est la stupéfaction. Israël bénéficie d'une supériorité aérienne qui détermine d'emblée l'issue de la bataille avant même qu'elle ne commence.
Pendant 19 ans, les Jordaniens interdisaient aux Juifs l'accès au mur des Lamentations, dernier vestige du temple de Jérusalem. Il est désormais clair que la bataille de Jérusalem marquera un tournant dans cette guerre. À 9h45 du matin, toutes les troupes présentes dans le secteur reçoivent l'ordre d'affluer vers la porte des Lions. Tout le monde comprend alors que le moment tant attendu est arrivé, l'entrée dans la vieille ville. Dès l'entrée des forces de Tsahal au cœur de la vieille ville et du mont du Temple, Moshe Dayan ordonne le cessez-le-feu immédiat pour éviter de causer des pertes dans les lieux sacrés des trois religions. Le mur des Lamentations est à nouveau entre les mains des Juifs. Israël triple sa superficie au bout de 6 jours de guerre. Au nord, le pays a conquis le plateau du Golan, au sud, la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, à l'est, la Cisjordanie. L'URSS craint l'effondrement des armées égyptiennes et syriennes. En conséquence, les États-Unis font lourdement pression sur Israël pour mettre fin au combat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se rassemble pour exiger un cessez-le-feu. L'ONU promulgue sa fameuse résolution 242, base des discussions entre Israël et les pays arabes. Voilà, c'est un reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité en ce moment sur notre antenne dans l'émission Reportage présentée par Stéphane Calvo. Et toujours au sujet de ce conflit, coup de projecteur à présent sur une histoire à l'intérieur de l'histoire, celle des vedettes de Cherbourg. Une affaire des plus surprenantes de détournement de matériel militaire français. Cyril, vous nous en dites plus ce matin. Oui, Barbara, depuis 1948, vous le savez, la France est sinon le principal allié d'Israël, tout du moins son principal fournisseur d'armes. C'est ce que les historiens surnommeront la lune de miel franco-israélienne. Français et israéliennes mènent ensemble l'expédition de Suez en 1956 contre l'Égypte. Les avions de chasse israéliens, les fameux Mirage, sont fabriqués en France. Certaines mauvaises langues prétendent même que c'est la France qui a aidé le jeune État hébreu à se doter de l'arme nucléaire. C'est donc tout naturellement qu'en 1965, la France passe un contrat avec l'État d'Israël pour la vente de 12 vedettes lance-missiles, des petites frégates de petite taille pour améliorer les performances de combat d'une marine israélienne encore balbutiante. Donc jusque-là, tout va bien, c'est l'idylle entre Jérusalem et Paris. Qu'est-ce qui va changer la donne ? Mais tout bascule, Barbara, pendant les semaines qui précèdent la guerre des 6 jours, puisque le général de Gaulle prévient qu'il ne soutiendrait pas les Israéliens s'ils attaquaient les premiers. Or, on le sait, Israël lance ce que Moshe Dayan appellera une riposte préventive. De Gaulle est furieux de ne pas avoir été écouté. Il décide de changer de politique au Moyen-Orient et il décrète un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Une volte-face, Barbara, qui va profondément, mais durablement également modifier les relations entre Paris et Jérusalem, d'autant plus qu'en novembre 1967, au cours de cette conférence de presse, le général de Gaulle lance cette phrase malheureuse, assassine, sur la nature du peuple juif. Écoutez. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Et c'est dans ce contexte, Barbara, que va défrayer la chronique un soir de 1969, une affaire étonnante, c'est l'affaire des vedettes de Cherbourg. Israël ne veut plus prendre de gants avec son ancien allié et il a bien l'intention de récupérer son dû, à savoir les 5 vedettes que construisent pour lui les chantiers Amiot dans le port de Cherbourg. Et alors, comment vont-ils s'y prendre les Israéliens ? Eh bien, imaginez un instant, Barbara, on est donc le 24 décembre 1969, toute la France s'est donc arrêtée pour fêter comme il se doit le soir de Noël. Ce soir-là, l'amiral Mordechai Limon, le chef de la mission d'achat israélienne, est à Cherbourg. Il est là pour orchestrer une opération secrète, l'opération baptisée Noah. Objectif de l'opération, dérober à l'insu des Français les 5 vedettes lance-missiles qui ont été bloquées donc par l'embargo du général de Gaulle. Alors pour récupérer la commande, le Mossad israélien crée une société bidon au Panama, dont le siège est en Norvège. C'est la Starbot qu'on voit ici, dont on voit ici le document qui est transmis aux Français, une société spécialisée dans la recherche pétrolière et qui propose donc aux Français de racheter les frégates pour des opérations de soi-disant forage en mer. Mais c'est une aubaine donc pour les chantiers navaux de Cherbourg qui s'étaient retrouvés, il faut le rappeler, avec des bateaux non livrés sur les bras et une commande non soldée d'une valeur d'environ 5 millions de francs. Dans le port, alors que les Cherbourgeois réveillonnent, 150 marins israéliens s'apprêtent donc à appareiller. Ils sont supposés conduire donc les vedettes en Norvège, mais
ils vont vers le sud, ils vont faire route vers le sud, ils veulent donc être discrets. Les montres des marins sont synchronisées. C'est à 2h30 du matin précisément que l'amiral Limon donne son feu vert. Les navettes peuvent donc démarrer et braver une météo marine complètement désastreuse en défaveur des marins qui, rappelons-le, n'ont jamais encore conduit ce genre de navettes, les navettes françaises qui viennent de commander. Et c'est l'hiver, hein, c'est le mois de décembre. Les Français vont se rendre compte de rien. Ils y voient que du feu, hein, les Français. Il faudra attendre 2 jours pour que les Français comprennent où sont leurs navettes. 2 jours plus tard, alors que les bateaux, vous allez le voir, sont ravitaillés dans le détroit de Gibraltar. Donc le 25 décembre, c'est le départ de Cherbourg. Le 27 décembre, au petit matin, les navettes sont ravitaillées à Gibraltar et Paris ne sait toujours pas où sont passées ces vedettes. Ce n'est qu'au petit matin du 1er janvier 70 que la France découvre, impuissante, l'arrivée à Haïfa des marins israéliens qui sont accueillis comme il se doit en héros à bord des bateaux français. Comment les Français ont pu croire que d'aussi petits bateaux pouvaient être utilisés pour du forage en mer? Ils ont vraiment été dupés ou alors ils étaient au courant, il y a eu collaboration? Oui, c'est une question qu'on peut se poser et qui est très légitime. Selon les Israéliens qu'on a interrogés et selon plusieurs historiens, il y a forcément eu complicité au plus haut niveau de l'État français. D'ailleurs, Michel Debré, le ministre de Défense de l'époque, avait limogé sur le champ 2 hauts gradés français qui étaient membres de la commission, qui avaient donné son aval au transfert des navettes vers la Norvège. Ils ont été limogés sur le champ. Des militaires, tout à fait, qu'on voit, général Cazel et général Lebon, qui avaient donné donc leur accord à la vente des navettes à la Starboat. Certains disent que les services de renseignement français étaient même informés de la ruse israélienne, mais qu'ils ont préféré tout simplement laisser faire, et ce pour 2 raisons. La première, on l'a déjà rappelé tout à l'heure, c'est de ne pas laisser exsangue la trésorerie des chantiers navals de Cherbourg. Il restait, pour rappel, encore 5 milliards de francs à solder par les Israéliens. Et puis, dans une certaine mesure, Barbara, cela permettait également à la France du général de Gaulle d'officialiser à moindre frais diplomatiques, je dirais, les accords d'armement conclus avec les États arabes émergents, notamment la Libye du général Kadhafi. La politique de neutralité restait donc intacte puisque et les armées arabes et l'armée israélienne étaient fournies avec du matériel français. Voilà, digne des plus grands scénarios hollywoodiens. Merci d'être venu nous raconter cette belle histoire. Mardi 10 juin, voici les grands titres à la une de l'actualité. Israël aura un nouveau président ce mardi. 5 candidats, 120 députés pour les départager. Le 10e président israélien devra obtenir la majorité des 61 voix. Un 2e tour est donc probable cet après-midi. Le Parlement israélien a adopté en première lecture une loi qui permet de nourrir de force des prisonniers en grève de la faim. Actuellement, plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens sont en grève. L'un d'entre eux est en danger de mort. Pour la première fois, l'Iran tient des discussions directes avec une grande puissance sur son programme nucléaire. Ce sont les États-Unis qui ont ouvert le bal à Genève, doivent suivre la France et la Russie cette semaine. À 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la pression sociale continue de monter au Brésil. Le mouvement de grève du métro a été suspendu, mais il pourrait reprendre dès jeudi. Enfin, à noter ces milliers de migrants africains sauvés des eaux par l'Italie, 5200 en moins d'une semaine. Un nouvel afflux qui a été favorisé par le beau temps en Europe. Direction les États-Unis, à présent on parle d'un livre, il va faire énormément de bruit. Il sort aujourd'hui, il s'agit des mémoires d'Hillary Clinton et ça s'appelle Betsabé, le temps des décisions. Et ne soyons pas dupes. Et la question qu'on se pose, le site de Radio France Internationale se la pose aussi. Est-ce une tournée promotionnelle, comme on veut bien croire, ou plutôt le début d'une campagne? Bon, alors officiellement, il s'agit de faire la promo de son nouveau livre Hard Choices, qui sort aujourd'hui, un pavé de 696 pages dans lequel elle raconte son expérience donc comme secrétaire d'État d'Obama. Un livre qui ne dit pas si Hillary Clinton va briguer la présidence de 2016, mais quand même le suggère. Alors entre meetings et autres speeches qui l'attendent, la campagne n'est pas une campagne passe à la vitesse supérieure, écrit l'hebdomadaire américain le Time. Attendons-nous donc à une série de speeches avec sous le bras ce livre qui servirait surtout à mettre en exergue la grande expérience d'Hillary en politique étrangère. Une Hillary qui se veut aussi très proche des gens. Vous allez voir, j'ai sélectionné un extrait.
Toutes sortes de questions, comment obtenir un bon travail, comment le garder, qu'est-ce qui se passe si vous le perdez, comment vous poursuivez vos études, notamment si vous allez à l'université, est-ce que vous allez vous marier, est-ce que vous allez rester marié. Voilà le genre de choix difficiles avec lesquels tout le monde grandit. Et j'ai vécu la même chose avec les nations et les leaders. Voilà, des petits aveux personnels. Alors, dans le livre, elle se présente comment, Hilary, ou plutôt elle se vend comment, Hilary? Donc, on l'a compris, elle insiste surtout sur son expérience, c'est ce qu'on a pu voir grâce aux quelques feuillets qui ont été savamment distillés à la presse. Alors, dans la course à la Maison-Blanche de 2008, quand Hillary Clinton avançait qu'elle était la candidate la plus expérimentée, eh bien, elle exagérait, c'est ce que souligne Slate. Désormais, elle est plus crédible, puisqu'évidemment, maintenant, elle a de l'expérience, elle est capable de prendre ses fameuses décisions douloureuse. Mais il n'y a pas que les critiques que Clinton doit balayer. Elle doit balayer, il n'y a pas que son manque d'expérience, elle doit balayer aussi pas mal de critiques. Je pense notamment à cette affaire Benghazi. Donc, il y avait le chef de la diplomatie américain qui avait été prévenu qu'il y avait des problèmes de sécurité. Elle dit n'avoir rien écouté, mais cela dit, l'ambassadeur américain avait quand même été assassiné. C'est un dossier dont les Républicains se ravissent, effectivement. C'est un dossier dont elle parle dans ce livre. Et puis, il y a bien sûr la Syrie. La Syrie, elle aurait dit dès le début à Barack Obama qu'il faut armer les rebelles. Donc, elle n'a pas froid aux yeux. Elle ose critiquer ce président des États-Unis. Elle montre que c'est une femme de poigne. Et puis, un autre exemple sur lequel elle critique Barack Obama, c'est le moratoire sur les constructions dans les implantations juives en Cisjordanie. Il avait été exigé par le président américain. Eh bien, Hillary Clinton estime que l'administration Obama a commis une erreur tactique. Selon elle, cette mesure a en fait durci les positions du président de l'autorité palestinienne. Hillary, qui par ailleurs précise que Benjamin Netanyahou, il faut savoir le prendre et ne pas le braquer. Ça fait partie d'un extrait qui a été communiqué à la presse. Donc elle prend clairement ses distances avec son président. Il le prend comment, Barack Obama, ce livre et cette possible candidature non officielle? Alors, on n'a pas tous les ragots, on suppute, bien évidemment, on se sert de la presse. Il commencerait à avoir du mal à s'enthousiasmer, même s'il affirme qu'il serait copain, lui et Harry. C'est ce qu'a affirmé le président à la chaîne ABC. Ça a été repris par la presse ce week-end. Le JDD cite ainsi Obama qui affirme qu'elle ferait une présidente très efficace. Le premier réflexe qui m'est venu, moi, à l'esprit, c'est de me demander quand même, est-ce que c'était une boutade? Alors, ce sera intéressant aussi de voir comment l'ex-président Sarkozy répond à Hillary. Hillary qui évoque notamment l'amour des potins de l'ex-président de la République française ou encore son amertume parce qu'il ne rencontre que des diplomates grisants, etc. Sarkozy en prend pour son grade également, le président. J'ai pas l'impression que ça vous surprenne beaucoup. Non, le président des ragots, c'est ce que dit Hillary dans le livre. Elle parle de beaucoup de sujets et de beaucoup d'hommes politiques. Dans ce plaidoyer, elle parle aussi des critiques à l'égard de sa coupe de cheveux. Les cheveux d'Hillary, c'est très important. La coupe de cheveux d'Hillary Clinton, on en a parlé et on entendra encore parler. Alors, ça lui avait valu bien sûr beaucoup de commentaires, pas des plus chaleureux. Alors, elle en joue désormais dans son livre, dans la promo de son livre en tout cas. D'ailleurs, quand le seul titre du livre nourrissait une véritable frénésie médiatique, en mars dernier, elle avait lancé cette option Chronique du chouchou, 112 pays visités et on ne me parle que de mes cheveux. Voilà pour ce livre qui sort aujourd'hui. Merci beaucoup Bethsabée. À suivre, J-2, le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Ce sera donc jeudi. On passe en revue après un nouveau journal les tubes qui ont rythmé les derniers mondiaux. Restez avec nous. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. On poursuit avec ce qui agite le web. Ce matin, c'est la revue du web. Rudy, bonjour. Alors, ce qui enflamme le web ce matin avant tout, c'est le dossier syrien et l'annonce d'amnistie générale de Bachar al-Assad, fraîchement réélu président. Oui, et dans le même temps, le Premier ministre du Qatar plaide pour un cessez-le-feu en Syrie. Alors, Bachar al-Assad, lui, grand seigneur, annonce une amnistie générale dans le cadre de la réconciliation nationale. En réalité, la manœuvre, elle vise à ramener dans le camp Assad des anciens généraux qui seraient passés à la rébellion, mais les internautes ne s'y trompent
trompe pas. Gordon Gekko souligne, non sans une certaine ironie, que ce mec a vraiment un cœur en or. Pour le compte francophone de la révolution syrienne, cette amnistie générale ne représente que finalement quelques dizaines de prisonniers et d'opposants libérés. Même interrogation pour la tweetos et diplomate Marie-Laure Charrier. Bachar el-Assad annonce une amnistie pour les prisonniers. Lesquels? Est-ce qu'on a des noms? Voilà, et par milliers se demande-t-elle. Alors on le disait, cette manœuvre d'amnistie générale a déjà été utilisée 4 fois auparavant. La dernière fois, c'était en avril 2013. C'est ce que nous rappelle le compte Twitter de Jeune Afrique. 5e amnistie donc, et le nombre de morts qui, lui, continue à grimper chaque jour. On est déjà à 162 000 morts en Syrie. Voilà, une manipulation politique de Bachar el-Assad. Le buzz du jour, c'est cette sieste malencontreusement filmée de Laurent Fabius en visite diplomatique en Algérie. Oui, c'est pas une trahison puisque c'était vraiment devant les caméras. Hein. Le ministre français des Affaires étrangères était en Algérie pour parler de la coopération sur la sécurité dans le Sahel. Et alors on le sait, les emplois du temps des ministres sont parfois extrêmement chargés, peut-être trop. Et donc c'est la chaîne privée algérienne Enar TV qui filme et diffuse ces images qui ont fait un incroyable buzz. Je vais le dire de manière très claire et je vous assure que par français et étranger qui le signale, donc il n'y a plus de problème. Très rapidement, il s'agit de 9 entrepôts de collecte qui vont généralement de 10 000 à 30 000 mètres cubes qui sont situés au niveau donc, de la production, des zones de production, des plateformes logistiques et également des entrepôts de stockage. On me dit d'aller vite, il me reste 2 minutes, je vais essayer de passer à l'essentiel. Voilà, il s'est vite repris. Vous avez vu le sourire, il s'est rendu compte et là il s'est relevé. Mais la vidéo est bien plus longue que ça, elle dure 1 minute et demie et sa bataille est vraiment touchante sur les réseaux sociaux. C'est une vraie bataille avec lui-même pour pas s'endormir. On a tous vécu ça, mais là c'est en pleine réunion, donc c'était un petit peu plus compliqué. Alors sur les réseaux sociaux, les réactions sont très nombreuses, donc c'est un petit bad buzz, il faut le dire, mais donc je vous le disais, certains jouent la compassion, comme Frédéric Mettezo qui trouve cette irrésistible envie de dormir quasiment touchante. Je suis assez d'accord avec lui. Il est fatigué, il travaille dur. Oui, c'est vrai. Et il y en a d'autres qui taclent. Pour Chougui, par exemple, c'est la diplomatie française qui est en marche. Plus indulgente, dira Defoe nous dit que celui qui ne s'est jamais endormi en réunion officielle où il représentait la France jette la première pierre. Mais la réponse, la vraie, elle vient de Laurent Fabius lui-même. Regardez, message subliminal ou pas. Il disait hier soir aux internautes qu'il serait invité de la matinale de notre confrère Patrick Cohen sur France Inter. Donc un horaire de lève-tôt, 8h20. Donc voilà, alors c'est vrai, ça arrive, c'est humain et cela fait penser cette lutte contre le sommeil à une vidéo qui était virale à l'époque du président israélien Shimon Peres. Ça date de 2007, regardez, c'était sur la chaîne israélienne Arutz SR, la chaîne 10, et puis là aussi c'était très touchant. Il répond à l'interview, mais il était très très fatigué. Pire, c'est en pleine interview quoi. Absolument, en pleine interview, il s'était endormi, ça avait fait le buzz en Israël, donc c'est aussi touchant que les vidéos qu'on ne connaît pas ici, mais les vidéos de Virginie qui dort en écoutant ma chronique chaque matin, qui termine sa nuit. Voilà. Virginie qui s'est endormie. Non mais on a raté juste Shimon Peres qui va s'assoupir un instant, mais le pauvre il est plus âgé que Laurent Fabius. Oui, voilà, c'est sûr, il s'assoupit. Voilà. Et voilà. À l'image. En pleine interview. En pleine interview. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît. non. Voilà, ça arrive à tout le monde d'être fatigué, c'est comme ça. On continue. Pas à vous, Barbara. Peut-être, qui sait. On continue avec la Coupe du Monde, ça y est, ça approche. 48 heures avant le coup d'envoi, on parle des Bleus ce matin et une image qui nous vient de leur avion. Oui, ils sont arrivés cette nuit à 1h du matin heure française du côté du Brésil. Alors, leur cote ne cesse de grimper dans l'opinion publique française car cette équipe de France de foot commence à montrer un bel état d'esprit. Ils sont heureux de partir à la Coupe du Monde et le font savoir sur les réseaux sociaux. Alors après leur victoire 8-0 sur la Jamaïque, ils se sont envolés vers le Brésil, vous l'avez dit, et avant de décoller, les joueurs, à l'image de Yohan Cabaye, ont fait partager aux internautes la bonne ambiance dans l'avion. On va voir quelques images donc, de ces photos de groupe. Il faut rappeler que c'est la première Coupe du Monde pour ces jeunes, cette équipe très jeune, où seulement 5 joueurs
Voilà, là on voit Karim Benzema et Loïc Rémy. L'ambiance est très bonne et ces photos sont retweetées des milliers de fois, preuve que la cote d'amour monte et que donc finalement par rapport au désastre de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ils ne sont finalement que 5, donc ce sont des jeunes joueurs qui y vont vraiment avec beaucoup de bonheur et le font partager aux internautes. Et je ne pense pas que ce soit vraiment un coup de com' de la fédération. Il y a quelque chose de vraiment spontané dans ces tweets de joueurs qui remercient les supporters de les avoir poussés jusqu'à cette Coupe du Monde au Brésil. Et les tweets repris, ça veut dire que cette année, c'est une équipe populaire. C'est une équipe populaire qui a vraiment envie d'y aller, qui se bat avec ses tripes, et puis surtout peut-être le forfait de Franck Ribéry a fait qu'on a définitivement tourné la page de l'épisode dramatique du bus. C'était il y a 4 ans tout pile. C'est vrai. Voilà, une nouvelle page qui se tourne peut-être pour les Bleus, en tout cas les équipes arrivent dans les heures qui viennent les unes après les autres au Brésil. On leur souhaite bonne chance. On continuera évidemment. Je surveillerai la Belgique pour vous. Vous suivez les Belges, les Diables Rouges de près pour moi. Rudy, on finit avec un peu de réalité dans ce monde virtuel de Brut. Oui, parce qu'on se WhatsApp, on se tweet, mais finalement on se parle moins, on s'envoie moins de vrais messages. Eh bien, un designer a créé Social Plane. Ce sont des avions en papier que vous pouvez, que j'ai ici, vous pouvez les imprimer sur le site. Donc là, c'est un WhatsApp, par exemple, donc avec un très joli design de WhatsApp. C'est marrant, on parle maintenant de WhatsApp et de tweet, c'est devenu des verbes, quoi. Bah oui, c'est vrai. Je te WhatsApp. Et absolument. Alors regardez donc sur cette vidéo, on voit l'effet que ça fait d'envoyer tout simplement un avion avec un petit message. Vous pouvez donc imprimer une feuille de papier sur le site. Vous glissez votre message ici. Et vous l'envoyez directement à Virginie Khalifa. Attention. Et voilà. Vous m'envoyez pas de message, non, ça. Vous me parlez suffisamment. Oui, c'est ça. D'accord. Je peux avoir un WhatsApp? Non, lisez ça. Good morning, I24 News. Voilà, c'est quand même plus sympa qu'envoyer un WhatsApp, c'est mettre un petit peu de réalité. Donc vous pouvez en télécharger. Il y a des WhatsApp, des Twitter et des Facebook. Et c'est sur le site de Golem 13 qui vous renvoie au site où vous pouvez télécharger ces petits avions en papier, bien sympathiques. Merci beaucoup Rudy, restez avec nous. On continue dans un instant avec vous Virginie de parler de la Coupe du Monde et de musique. On va danser dans un instant. Endiablée. Pour l'heure, le rappel des grands titres de ce mardi 10 juin. Israël aura un nouveau président aujourd'hui. 5 candidats, 120 députés pour les départager. Le 10e président israélien devra obtenir dans moins d'une heure la majorité de 61 voix. Un deuxième tour est donc probable cet après-midi. Le Parlement israélien a adopté hier en première lecture une loi qui permet de nourrir de force des prisonniers en grève de la faim. Actuellement, plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens sont en grève. L'un d'entre eux est en danger de mort. Pour la première fois, l'Iran tient des discussions directes avec une grande puissance sur son programme nucléaire. Ce sont les États-Unis qui ont ouvert le bal à Genève, doivent suivre la France et la Russie cette semaine. À 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la pression sociale continue de monter au Brésil. Les Brésiliens ne sont pas contents et le mouvement de grève du métro a été suspendu, mais il pourrait reprendre dès jeudi. À noter ces milliers de migrants africains sauvés des eaux par l'Italie. 5200 en moins d'une semaine. Un nouvel afflux impressionnant, favorisé par le beau temps qui règne sur l'Europe. Enfin, l'image de ce mardi, une Allemande et un Britannique dans un bateau. Aucun d'entre eux ne tombe à l'eau. Il s'agit d'Angela Merkel et de David Cameron. Accompagnés de leurs homologues suédois et hollandais, ils sont réunis en ce moment même pour un mini-sommet européen et ça se passe à Stockholm. Alors la Coupe du Monde approche, le compte à rebours est donc lancé. Moins de 48 heures pour le coup d'envoi. Et Virginie, on passe en revue avec vous ce matin ces hymnes qui ont rythmé les derniers mondiaux. Effectivement Barbara, il faut dire qu'aujourd'hui la Coupe du Monde est devenue un véritable synonyme de fête. Qu'on aime le football ou pas, eh bien on est forcément attiré par cet événement qui est d'ailleurs le plus regardé de la planète devant les JO ou encore devant le Tour de France, il faut le savoir. Tout le monde se prend au jeu, la FIFA et certains artistes même collaborent pour produire des musiques festives et estivales, celles qui nous feront danser tout au long de l'événement et qui marqueront l'année. Alors je vous propose tout de suite, Barbara et Rudy, un petit flashback en 1998 avec Gillo et le roi de Undo Stress, Ricky Martin, un tube que vous reconnaîtrez très rapidement. Écoutez. Hay una sensación rara en tu cuerpo.
sientes que pierdes el control. Jennifer López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras, yo no sé lo que haré. Alors voilà, d'un point de vue technique, on le voit, il n'y a pas grand-chose dans ce genre de titre où les paroles sont plutôt simples et les titres aussi, mais le rythme emporte. Ces chansons sont créées pour faire danser et chanter les peuples en associant au mondial, bien évidemment. Alors s'il fallait donner comme ça une recette pour le tube à venir, ce serait quoi le secret? Alors c'est facile, il vous faut une star internationale, un peu de sel, un peu de foie, voire un rythme de samba en référence au pays organisateur, en l'occurrence cette année le Brésil, des beats électro house pour appeler les clubs et puis l'envie de faire la fête et puis pouvoir partager la musique dans un maximum d'endroits. C'est aussi une manière en fait pour certains artistes de relancer leur carrière ou de se mettre un petit coup de boost. Alors autre exemple avec la reine du Waka Waka, cette fois c'était lancé en 2010, Shakira qui apparaît après cette année avec un nouveau titre, toujours aussi rythmé et un titre encore plus simple. Je vous propose de découvrir après Waka Waka, La La La. D'accord. Un titre entièrement inspiré du Brésil, on écoute tout de suite. I dare you. Lego. Feel how the planets become one. Protect the drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we all we play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We go behind in this place. There's no space. It's there. Can you feel it? Voilà, la 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 la, tout le monde La l'aura. la la, c'est ça. Waka waka, olé olé. Non, c'est pas l'hymne officiel. Hein, Rudy, vous aimez? Il y a des chances que ça marche? La, oui. Je pense qu'il y a dès que c'est simple, de toute façon, voilà, ça marche. Mais vous le voyez, c'est toujours simple. En fait, vous avez toujours la chanson officielle que je vais vous présenter dans un instant, et puis toutes les chansons qu'on a autour d'artistes qui se battent et qui finalement utilisent la Coupe du Monde pour faire leur promotion et pour vendre. La chanson officielle est souvent bien moins réussie que les chansons. Alors attendez, parce que là, on a eu celle de Djilo, on a eu celle de Shakira. Vous allez voir maintenant la chanson officielle, c'est celle de Pitbull. C'est lui donc qui a été élu pour représenter le mondial 2014. Alors c'est plus un secret. Son tube, c'est We Are The One, on l'appelle aussi Olé Olé, et c'est la chanson qui risque de nous faire danser tout l'été. Ne rigolez pas, Barbara, c'est pas une... Olé Olé, j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, donc Olé Olé, ce sera le titre officiel cette année, je vous propose de l'écouter. Put your flags up in the sky. And when you sad, show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. Alors olé olé, pour vous, c'est ça le vrai tube cette année? Ah, c'est le vrai tube, mais moi c'est celle que je préfère. Olé olé olay. Olé olé ou la la la? Olé ça va être le choc des titans. Café olé, ce que vous voulez. Allez, on vient de voir les stars, on parle des fans aussi ce matin. On va parler des fans, on va parler aussi surtout des maillots. Ah, des maillots, d'accord. Ah oui, vous, non, on va peut-être parler des fans avant. On a plus avant. beaucoup le temps, vous choisissez, c'est les fans ou les maillots? Les fans. Allez-y. Parce que je préfère vous lancer une petite parodie parce qu'ils portent les maillots aussi, donc je vais vous proposer de regarder tout de suite une des parodies que j'ai sélectionnées pour vous. Miss Wendy avec les bleus. Allez les bleus, jouez, marquez. Allez les bleus, marquez, gagnez. Allez les bleus, c'est vous les plus forts. Allez les bleus, on vous adore. Battez-vous comme des lions.
Les Bleus. Je savais que ça allait vous plaire. Alors Miss Wendy, c'est une grande fan des Bleus et ce n'est pas la seule. On a aussi un autre exemple, c'est Joe Weller, un jeune artiste. Alors lui, il a décidé de choisir une musique de rap et de représenter tous les joueurs grâce à leur coupe de cheveux. On va se quitter avec lui alors. Merci Virginie, merci Rudy. On continuera évidemment de parler de la Coupe du Monde demain. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée. Portez-vous bien. Ladies and gentlemen, welcome to Brasilia, football capital of the world, it'll steal your life for a night whilst you're on the edge of your seat, biting your nails, waiting for victory or defeat, and the weak don't even compete.